Linda Robert comptait les jours, non par soif d'aventure, mais par besoin de calme. La semaine des examens finaux approchait à l'Université régionale du nord de la Géorgie, et le campus s'était imprégné de cette tension familière des fins de semestre. Les étudiants dormaient moins, les tasses de café s'empilaient, et les conversations se résumaient aux dates butoirs et aux notes. À 22 ans, Linda était organisée au point que ses amis en plaisantaient et pensait toujours avec 3 coups d'avance. Elle aimait les plans, car les plans lui semblaient sûrs. Une courte excursion en camping, 2 nuits tout au plus, lui paraissait être quelque chose qu'elle pouvait maîtriser. C'était assez proche pour être pratique, assez bon marché pour être anodin et assez loin du campus pour lui permettre de respirer. Lucas Miller a immédiatement adoré l'idée. À 23 ans, il était celui du groupe qui parlait de la nature avec assurance, même si son expérience se limitait principalement à des randonnées de week-end et à des vidéos de survie sur YouTube. Il parlait avec aisance des sentiers, de l'altitude, des conditions météorologiques et avait grandi en passant du temps avec son oncle dans les contreforts des Appalaches. Parmi leurs amis, Lucas était celui que l'on supposait savoir quoi faire en cas de problème. Il aimait ce rôle. Il lui donnait le sentiment d'être fiable. James Walker ne dit pas grand-chose au début. À 21 ans, il était plus jeune que Linda et Lucas, plus calme, plus réservé. Il écoutait plus qu'il ne parlait, remarquait les petits détails que les autres manquaient. Quand l'idée du camping a été évoquée, il a hésité, puis a hoché la tête. Il faisait confiance à l'organisation de Linda et à l'assurance de Lucas, même s'il n'était pleinement convaincu par aucun des deux. Pour James, ce voyage n'était pas une question d'évasion ou d'aventure. Il s'agissait de ne pas être seul pendant une période stressante du semestre. Ils étudiaient tous les sciences de l'environnement et la biologie, réunis par des cours communs et de longues heures de laboratoire. Leur amitié n'avait rien de dramatique ou d'intense. Elle était pratique. Les groupes d'études se transformaient en virées nocturnes pour manger. Les projets de groupe devenaient des blagues entre eux. Lorsque Linda a suggéré Blue Ridge, cela ne semblait ni dangereux ni extrême. Cela semblait normal. Dans les 48 heures précédant leur départ, rien ne semblait anormal. Linda a posté une photo sur les réseaux sociaux de son sac à dos bien rangé sur le sol de sa chambre d'étudiante. Les chaussures alignées, la veste pliée, une liste de contrôle griffonnée dans un coin de l'image. La légende était simple. 2 jours de pause avant les examens. Souhaitez-nous bonne chance. Ah, des amis ont commenté avec des blagues et des rappels à la prudence. Lucas a partagé une courte story depuis sa voiture, pointant la caméra vers un tas de matériel de camping sur la banquette arrière, souriant en disant qu'il quittait enfin la ville. James, lui, n'a rien posté. Il le faisait rarement. Des colocataires ont raconté plus tard que Linda avait passé la nuit précédant le départ à vérifier une nouvelle fois les provisions. Elle a emprunté un chargeur portable à un camarade de classe. Elle a rappelé à Lucas d'apporter de l'eau supplémentaire. Elle a envoyé à James une liste de choses qu'il pourrait oublier. Lucas l'a taquiné sur son excès d'inquiétude. James l'a remercié. Le plan était simple. Quitter le campus le vendredi après-midi, rouler quelques heures vers le nord, camper près d'une zone moins connue à proximité des montagnes Blue Ridge, randonner la journée du samedi et être de retour le dimanche soir. Ils avaient prévenu leurs parents que le réseau serait limité. Cela n'avait rien d'inhabituel. La réception cellulaire dans cette région
était réputée pour être peu fiable. C'était l'une des raisons pour lesquelles Linda aimait l'idée. Le silence forcé. Le trajet en lui-même fut sans histoire. La circulation s'est fluidifiée à mesure qu'ils s'éloignaient de la ville. Des reçus d'essence les ont placés plus tard le long d'un corridor autoroutier familier. Un caissier s'est souvenu que Lucas avait plaisanté sur son besoin de caféine pour la route. Des images de surveillance ont montré 3 étudiants en sweats à capuche et en jeans. Rien chez eux ne les distinguait. Ils ressemblaient à des milliers d'autres jeunes universitaires se dirigeant vers le nord pour le week-end. Leurs téléphones sont restés actifs pendant le trajet. Linda a envoyé un bref message à sa mère pour lui dire qu'ils étaient presque arrivés. Lucas a partagé une autre courte vidéo. Des arbres bordant la route, une musique douce en fond sonore. James a répondu à un ami sur le campus à propos d'un devoir qu'ils finiraient à leur retour. C'étaient de petits moments ordinaires, plus tard figés dans le temps parce que rien ne leur a succédé. Le dernier signalement confirmé eut lieu tard le vendredi après-midi, sur le parking d'un sentier isolé. Un randonneur local a remarqué la voiture parce qu'elle semblait un peu trop chargée pour une excursion d'une journée. Des sacs à dos étaient visibles à travers les vitres. La plaque d'immatriculation correspondrait plus tard au véhicule de Lucas. Le randonneur se souvenait de 3 jeunes gens déchargeant leur matériel, riant, ajustant leurs sangles. Linda se tenait légèrement à l'écart, vérifiant quelque chose sur son téléphone. Lucas se déplaçait avec l'assurance décontractée de quelqu'un qui croyait savoir où il allait. James s'attardait près de la voiture, scrutant la lisière des arbres, non pas anxieux, juste attentif. Personne ne leur a parlé. Personne ne les a prévenus. Il n'y avait aucun panneau qui les aurait empêchés de continuer. Le sentier n'était pas populaire, mais il n'était pas interdit non plus. Il se situait juste assez loin des routes principales pour sembler privé sans paraître dangereux. À un moment donné après cela, leurs téléphones se sont tus. Ce ne fut pas assez immédiat pour déclencher l'alarme. Le réseau en montagne était imprévisible. Les messages échouaient souvent à s'envoyer. Les appels coupaient. La mère de Linda ne s'inquiéterait pas si elle n'avait pas de nouvelles d'elle avant dimanche soir. La famille de Lucas savait qu'il aimait être déconnecté. Les amis de James étaient habitués à ses réponses tardives. Le silence, au début, ne signifiait rien. La nuit de vendredi s'est passée sans publication. Le samedi matin est arrivé sans nouvelles. Quelque part entre l'attente et la supposition, l'inquiétude n'avait pas encore trouvé sa place. Le voyage était censé être simple. C'était le mot que Linda avait utilisé. Simple signifiait contrôlé, familier, temporaire. Aucun d'entre eux n'avait prévu le risque. Aucun d'entre eux ne croyait s'engager dans quelque chose qui durerait plus que le week-end. Plus tard, les enquêteurs reconstitueraient ces premières heures avec précision, cartographiant les chronologies à la minute près, traitant chaque message comme une preuve. Mais en temps réel, rien ne semblait anormal. Il n'y eut pas d'adieu final, pas de signe avant-coureur, pas de sentiment de danger capturé par une caméra. Simplement 3 étudiants s'éloignant d'une voiture garée, disparaissant parmi des arbres qui se dressaient là bien avant eux. Le samedi soir, les téléphones étaient toujours silencieux. Le dimanche matin, le silence commença à peser, plus difficile à justifier. Les messages étaient marqués comme distribués, mais sans réponse. Les appels sonnaient dans le vide. Le temps s'étirait.
inconfortablement, quelque part au-delà du début du sentier, au-delà du dernier endroit où quiconque pouvait affirmer avec certitude les avoir vus vivants et en bonne santé, Linda Robert, Lucas Miller et James Walker étaient déjà hors de portée. Et personne ne savait encore combien de temps il faudrait avant que l'on se rende compte qu'ils ne reviendraient pas. Le dimanche soir, le calme avait cessé de paraître normal. Le téléphone de Linda Robert reposait intact sur son bureau d'étudiante, toujours branché au chargeur portable emprunté. Sa colocataire l'a remarqué en premier. Linda ne partait jamais sans, ne le laissait jamais se décharger, n'ignorait jamais les messages de sa famille. Quand la nuit de dimanche a laissé place au lundi matin et que la lumière du chargeur brillait encore, cela a paru étrange, d'une manière difficile à expliquer. Pas encore alarmant, juste étrange. Les parents de Lucas Miller furent les suivants à le sentir. Ils attendaient un appel le dimanche après-midi, peut-être un texto disant qu'ils étaient en retard. Lucas n'était pas négligent sur le fait de donner des nouvelles. Quand son téléphone a basculé directement sur la messagerie vocale encore et encore, son père s'est dit qu'il n'y avait probablement pas de réseau, mais il a continué à appeler. Vers minuit, les appels étaient devenus moins désinvoltes et plus urgents. Le silence de James Walker était plus discret, mais tout aussi lourd. Ses amis sur le campus ont remarqué qu'il ne s'était pas présenté à une session d'études qu'il avait confirmée plus tôt dans la semaine. Des messages ont été envoyés. Aucune réponse. Au début du lundi, l'inquiétude avait remplacé la supposition. La sécurité du campus a été contactée en premier. C'était une procédure de routine au début, le genre de vérification qui se termine généralement par de l'embarras et du soulagement. Les agents ont vérifié les registres d'accès au dortoir. Aucun des trois n'avait utilisé son badge depuis le vendredi après-midi. Leurs chambres étaient exactement comme ils les avaient laissées. Pas de sac fait, pas d'affaires manquantes, aucun signe qu'ils soient revenus. En fin de matinée le lundi, les parents s'appelaient, échangeant des fragments d'informations, essayant de reconstituer quelque chose de cohérent. Quand le tableau ne s'est pas formé, les forces de l'ordre local ont été contactées. Les mots « personne disparue » ont été utilisés avec prudence au début, mais une fois prononcés, ils ont tout changé. Le rapport initial était calme, procédural. 3 étudiants. Excursion en camping prévue. Retour attendu le dimanche soir. Pas de contact, pas d'antécédents de disparition ou de conflit. Les agents ont posé les questions habituelles. Que portaient-ils? Avec qui étaient-ils? Où allaient-ils exactement? Chaque réponse ramenait au même endroit, Blue Ridge. En début d'après-midi, l'affaire a été transférée aux autorités familières de la région. Les gardes du parc ont été avertis. Un périmètre de recherche a été établi en se basant sur la dernière localisation connue. Le parking du sentier était le point de départ logique. C'est là qu'ils ont trouvé la voiture. Elle était garée sur un chemin d'accès en gravier, légèrement en biais, comme si Lucas s'était garé sans trop y penser. Les portes n'étaient pas verrouillées. Les clés n'étaient pas à l'intérieur. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Pas de vitres brisées. Pas de dégâts. L'intérieur racontait une histoire silencieuse. Quelques bouteilles d'eau vides. Une carte pliée sur le siège passager. Rien d'éparpillé. Rien ne manquait qui pourrait suggérer une lutte. Pour les enquêteurs, cela a immédiatement réduit le champ des possibles. Les personnes qui abandonnent un véhicule sous la contrainte
ont tendance à laisser des preuves, des objets cassés, des signes de panique. Cette voiture semblait avoir été garée intentionnellement. Les équipes de recherche commencèrent à progresser à partir du véhicule. Les gardes du parc menaient l'opération, soutenus par les shérifs locaux, des pisteurs bénévoles et des unités canines entraînées à la recherche de personnes. Le temps avait été clément, ciel dégagé, température douce, des conditions qui auraient dû jouer en leur faveur. Des empreintes de pas ont été localisées en moins d'une heure. 3 séries s'éloignant de la voiture vers la lisière de la forêt. Elles n'étaient pas frénétiques, elles n'étaient pas dispersées. Elles suggéraient des gens qui marchaient, pas qui couraient. Les chiens suivirent la piste avec assurance au début, entraînant leur maître plus profondément dans les bois. Puis, la piste changea. Les empreintes commencèrent à s'écarter, puis à converger de nouveau près d'une pente boisée et abrupte. Le sol y était inégal, couvert de feuilles et de terre meuble. Au-delà de ce point, l'odeur se dégradait. Les chiens tournèrent en rond, confus, puis s'arrêtèrent. Il n'y avait pas de trace claire au-delà de cette limite. C'était comme si les 3 étudiants s'étaient simplement volatilisés. Aucun campement ne fut trouvé. Pas de foyer de camp, pas d'emballage de nourriture jetée, pas de tente, pas de sac de couchage, rien qui suggérait qu'ils s'étaient installés quelque part pour la nuit. Les chercheurs ont élargi le périmètre. Des hélicoptères ont balayé la zone depuis le ciel. Des bénévoles ont ratissé les ravins, les lits de ruisseaux et les clairières hors sentier. Chaque centimètre carré exploré soulevait la même question. Où était-il censé être? Les théories ont commencé à se former presque immédiatement. Les enquêteurs ont envisagé la possibilité d'une blessure. Une cheville foulée, une chute, un accident qui aurait immobilisé l'un d'eux et ralenti le groupe, mais les accidents laissent généralement des signes. Du sang, des branches cassées, un sol retourné. Il n'y avait rien de tout cela. Les rencontres avec des animaux ont été discutées puis discrètement écartées. Les grands prédateurs dans la région étaient rares. Les attaques impliquant plusieurs personnes étaient presque inouïes, et encore une fois, il y aurait eu des preuves. La disparition volontaire ne collait pas non plus. Aucun des 3 n'avait emporté plus que des affaires pour un week-end. Pas de retraite d'argent, pas de message d'adieu, pas de facteur de stress assez fort pour suggérer qu'ils avaient choisi de disparaître ensemble. Dès le 2e jour, le ton des recherches changea. Il devint plus calme, plus méthodique, moins optimiste. Le genre de travail que l'on fait quand la logique s'épuise et que l'obligation prend le relais. Les parents sont arrivés au périmètre de recherche, se tenant juste à l'extérieur des zones réglementées, regardant des inconnus entrer dans les bois avec des radios et des cordes. La mère de Linda serrait son téléphone même s'il n'avait pas vibré depuis des jours. Le père de Luca posait des questions détaillées sur le terrain et la visibilité. La famille de James restait principalement silencieuse, absorbant les informations sans réagir. Chaque nuit se terminait de la même manière. Les chercheurs revenaient les mains vides. Les cartes se remplissaient de sections rayées. Les questions restaient sans réponse. Au 4e jour, les forces de l'ordre ont tenu un point de presse. Le langage avait changé. Le sauvetage n'était plus mis en avant. La récupération a été mentionnée avec prudence, à voix basse. C'est un tournant que les familles n'oublient jamais. Le moment où l'on demande à l'espoir de faire place à la réalité. Pourtant, la montagne n'offrait rien. Aucune trace de Linda. Aucune trace de Lucas. Aucune trace de James.
La voiture non verrouillée est restée là où elle était. Un rappel physique que tout ce qui s'était passé avait commencé par le choix de la laisser derrière eux. Les empreintes de pas qui ne menaient nulle part sont devenues le mystère central. Comment 3 personnes pouvaient-elles entrer dans les bois et ne laisser aucune trace de leur passage? Alors que les recherches s'étendaient à leur deuxième semaine, les ressources ont commencé à diminuer. Les bénévoles sont retournés à leur vie. Les prévisions météorologiques menaçaient de pluie qui effacerait le peu de preuves restantes. Les commandants des recherches ont dû prendre des décisions qu'ils détestaient prendre. Les familles ont résisté. Elles ont posé des questions sur les zones non encore fouillées, les sections escarpées jugées trop dangereuses, les ravins marqués comme inaccessibles. On leur a dit que ces endroits étaient improbables, trop reculés, trop difficiles d'accès, statistiquement improbables. Les statistiques n'offraient aucun réconfort. À la fin de la deuxième semaine, les recherches actives ont été réduites. L'affaire n'était pas close, mais elle n'était plus urgente comme elle l'avait été. Les pistes étaient enregistrées, les tuyaux classés. La forêt retrouva son silence. Quelque part au-delà de la dernière empreinte, hors de portée des chiens et des hélicoptères, la vérité restait cachée. Et tandis que les jours se transformaient en semaines, la question qui hantait toutes les personnes impliquées devenait plus difficile à ignorer. S'ils n'avaient pas quitté la forêt, alors où étaient-ils allés? La troisième semaine commença avec l'épuisement, pas l'urgence. À ce stade, les équipes de recherche connaissaient trop bien le terrain. Elles avaient parcouru les mêmes lignes de crête, descendu les mêmes pentes et marqué les mêmes coordonnées, si souvent que la forêt avait commencé à leur paraître plus petite et non plus grande. Chaque journée commençait par des briefings et se terminait par la même conclusion. Aucun signe de Linda Robert, aucun signe de Lucas Miller, aucun signe de James Walker. L'adrénaline initiale qui avait animé les premiers jours avait disparu. À sa place, il y avait la routine, un mouvement méthodique et prudent à travers des zones déjà jugées improbables, car il restait peu de nouveaux endroits à explorer. Le soutien par hélicoptère a été réduit à mesure que les coûts de carburant augmentaient et que la visibilité se détériorait. L'unité canine peinait alors que la pluie ramollissait le sol et dispersait des schémas olfactifs déjà vieux de plusieurs semaines. Chaque jour qui passait ne réduisait pas seulement les chances de les retrouver vivants, il effaçait les preuves de leur passage. Les enquêteurs ont élargi leur théorie parce qu'ils le devaient. Les blessures et l'exposition restaient l'explication la plus probable. Une chute, surtout par faible visibilité ou sur un terrain inconnu, pouvait rapidement neutraliser quelqu'un. Les nuits froides en montagne pouvaient faire le reste. Mais les blessures laissent des indices. Des branches cassées, des traces de traînées, une terre remuée. Les chercheurs n'avaient rien trouvé de tout cela. Les rencontres avec des animaux ont été réexaminées, même si les premières évaluations les avaient écartés. Des experts de la faune ont été consultés. Le comportement des prédateurs dans la région ne correspondait pas aux circonstances. Même dans le cas rare d'une attaque, les conséquences auraient été indéniables. Il y aurait eu des restes, il y aurait eu des signes, il n'y en avait aucun. La disparition volontaire est revenue sur la table, discrètement au début. Les enquêteurs ont examiné les dossiers financiers, les résultats scolaires, les histoires personnelles. Linda avait des examens et des entretiens de stage à venir. Lucas venait de renouveler son bail. James s'était inscrit à des cours d'été. Rien de tout cela ne correspondait à l'idée de 3 personnes choisissant de disparaître ensemble, sans préparation, sans mobile.
Au fil des semaines, des spécialistes en criminalistique ont été appelés pour analyser le paysage lui-même. Les cartes topographiques ont été étudiées de près. Les dénivelés ont été mesurés. Les ravins ont été classés par profondeur et accessibilité. Les données météorologiques du week-end de la disparition ont été superposées à des modèles de déplacement. La conclusion était sobre mais cohérente. Si les 3 étudiants avaient été blessés ou perdus au début de leur voyage, leur survie au-delà des premières 48 à 72 heures aurait été improbable. Cette conclusion n'a pas apporté de clarté. Elle a apporté des conflits. Les familles ont vivement protesté lorsque les limites des recherches ont commencé à se rétrécir. Les parents de Linda ont demandé pourquoi certaines sections escarpées n'avaient jamais été physiquement explorées. On leur a répondu que le terrain était trop dangereux pour les chercheurs. Le père de Lucas a demandé à des experts indépendants d'évaluer les zones négligées. On lui a dit que ces zones se situaient en dehors des probabilités raisonnables. La famille de James a écouté, puis a posé une question à laquelle personne ne pouvait répondre. Si la probabilité était si faible, pourquoi leurs enfants étaient-ils toujours portés disparus? Des témoignages contradictoires ont commencé à faire surface, le genre qui n'apparaît qu'une fois que l'attention des médias s'estompe et que les gens réalisent ce qu'ils auraient pu voir. Un randonneur a déclaré avoir croisé 3 jeunes gens hors sentier tard le vendredi après-midi, se dirigeant vers le bas plutôt que vers un itinéraire balisé. Un autre s'est souvenu de voix au loin cette nuit-là, des rires suivis d'un silence. Aucune de ces observations n'avait été signalée à l'époque. Aucune ne pouvait être confirmée. Toutes ont rouvert des questions que les enquêteurs étaient déjà là de se poser. Chaque nouvelle déclaration nécessitait un suivi. Chaque suivi ne menait à rien. La fatigue des recherches s'est installée. Elle n'était pas seulement physique, elle était psychologique. Les équipes ont commencé à remettre en question leurs propres hypothèses. S'étaient-ils trop concentrés sur le début du sentier? La voiture avait-elle été garée plus près d'une route secondaire qu'on ne le pensait initialement? L'érosion avait-elle suffisamment modifié le paysage pour cacher quelque chose à la vue de tous? À la fin du premier mois, l'affaire a officiellement changé de statut. Il ne s'agissait plus d'une opération de recherche et de sauvetage active. C'est devenu une enquête sur une personne disparue. Ce changement s'est immédiatement fait sentir. Les ressources ont diminué. La couverture médiatique a ralenti. La forêt a retrouvé son silence. Puis, de manière inattendue, l'espoir refit surface. Près de 3 semaines après la disparition de Linda, Lucas et James, un signal téléphonique a été enregistré. Il a été bref, un unique ping associé à l'appareil de Lucas. Les données de localisation étaient imprécises, mais elles plaçaient le signal à quelques kilomètres de la zone de recherche initiale. Les enquêteurs ont réagi rapidement. Des spécialistes techniques ont examiné les données. Le téléphone n'avait pas passé d'appel ni envoyé de message. Il s'était simplement connecté momentanément à une tour de relais voisine avant de se déconnecter à nouveau. Cela suffisait à relancer des conversations que l'on avait dit aux familles closes. Les équipes de recherche ont été redéployées dans la zone suggérée par le ping. Ce n'était pas exact. La triangulation des tours de téléphonie mobile en terrain montagneux
est notoirement peu fiable, mais c'était quelque chose. Pour la première fois depuis des semaines, il y avait un fil à suivre. Les nouvelles recherches durèrent 2 jours. Rien ne fut trouvé. Les experts ont expliqué les possibilités. Une surtension tardive de la batterie, une brève condition environnementale qui a permis à un signal faible de se connecter. Même la possibilité d'un randonneur de passage portant un appareil qui aurait temporairement interféré avec la détection du réseau. Rien de tout cela ne pouvait être prouvé. Rien ne pouvait être totalement exclu. Le signal est devenu un autre détail non résolu, classé avec les empreintes de pas qui s'évanouissaient et le campement qui n'a jamais existé. Après cela, l'élan retomba lourdement. Les enquêteurs ont continué à examiner les tuyaux, mais la plupart ne menaient nulle part. Des signalements à des centaines de kilomètres, des messages anonymes en ligne, des rumeurs. Rien ne tenait la route. Les familles sont entrées dans une nouvelle phase d'attente. C'était plus calme maintenant, plus solitaire. Ils ont appris le langage des affaires classées sans que personne n'utilise formellement le terme. Pas de mise à jour quotidienne, pas de calendrier de recherche active, juste la certitude que si quelque chose de nouveau arrivait, ils seraient prévenus. Les parents de Linda sont rentrés chez eux avec des questions sans réponse et un sentiment de culpabilité croissant d'avoir quitté la zone de recherche. La famille de Lucas a continué à presser les autorités locales pour obtenir des mises à jour, même lorsqu'il n'y en avait pas. La famille de James s'est retirée de la vie publique, s'accrochant à l'espoir en privé, avec précaution, comme si trop d'attention risquait de le briser. Les enquêteurs ont revu le dossier encore et encore, à la recherche de détails manqués. Ils sont retournés à la voiture, aux empreintes, à la pente, où les chiens avaient perdu la piste. Tout revenait au même problème. Il n'y avait pas de point de transition, pas de moment où l'histoire a clairement basculé de la normale au catastrophique. La montagne n'avait rien livré. À la fin de l'été, l'affaire ne faisait plus partie des opérations quotidiennes. On lui a attribué un numéro de dossier, un lieu de stockage, une place dans un système conçu pour attendre. Les agents qui avaient travaillé sur les recherches sont passés à d'autres affaires. De nouveaux gardes ont pris la relève. Les sentiers ont rouvert. Les visiteurs sont revenus. Pour les familles, le temps s'écoulait différemment. Les anniversaires passaient. Les semestres se terminaient. La vie autour d'eux continuait, indifférente et rapide. Leurs enfants restaient suspendus dans un moment non résolu, ni vivant, ni officiellement disparu. Les questions sans réponse se durcirent pour devenir quelque chose de plus lourd que le chagrin, une obsession. Les cartes étaient étudiées, les anciens rapports relus. La mère de Linda prenait des notes. Le père de Lucas suivait les modèles météorologiques. La famille de James rejouait sans cesse la chronologie des derniers événements confirmés, cherchant la moindre fissure par où la vérité aurait pu s'échapper. Et quelque part dans les montagnes Blue Ridge, au-delà des zones qui avaient été fouillées et de celles jugées trop improbables, ce qui était arrivé à Linda Robert, Lucas Miller et James Walker demeurait intact, suspendu dans le temps, attendant un moment que personne ne savait encore devoir venir. Chaque affaire sur cette chaîne n'est pas une simple histoire. Ce sont des semaines de recherche dans les archives, de vérification des faits et de reconstitution des vies réelles qui ont été perdues. Chaque épisode demande près de 15 jours de recherche et de longues nuits à traquer la vérité. Nous le faisons parce que ces histoires comptent et que quelque part, quelqu'un mérite encore que l'on se souvienne de lui. Si vous souhaitez que nous continuions à révéler la vérité derrière ces mystères, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner
et nous dire en commentaire quelle partie de l'affaire d'aujourd'hui vous a le plus touché. Votre soutien nous est essentiel. Et si vous voulez voir d'autres affaires classées qui ont été résolues, les liens vous attendent dans la description ci-dessous. Maintenant, revenons à l'affaire. Le temps n'avançait plus, il s'étalait. Dans les semaines qui suivirent la réduction des recherches, l'absence de réponse devint une présence à part entière. Il n'y avait plus de nouvelles à attendre, plus de points de presse auxquels assister, plus de nouvelles théories assez solides pour s'y accrocher. L'affaire ne s'est pas terminée, elle s'est simplement immobilisée. Et pour les familles de Linda Robert, Lucas Miller et James Walker, ce silence devint le fardeau le plus lourd à porter. La première cérémonie du souvenir eut lieu 3 mois après la disparition. Il n'y avait pas de photos de scènes de crime, pas d'effets personnels retrouvés à exposer. Juste des bougies, des programmes pliés et ce sentiment de malaise à honorer des vies sans savoir où ces vies s'étaient éteintes. Les amis parlaient avec précaution, choisissant des mots qui ne sonnaient pas définitifs. Des professeurs étaient présents. Des camarades de classe pleuraient. Tout le monde évitait le mot adieu. Après la cérémonie, les parents de Linda rentrèrent chez eux et fermèrent la porte de sa chambre. Puis, ils la rouvrirent. Rien à l'intérieur n'avait changé. Ses cahiers étaient toujours empilés sur le bureau. La veste qu'elle avait hésité à emporter pour le voyage était accrochée au dossier de sa chaise. Il leur semblait mal de déplacer quoi que ce soit, comme si toucher à ses affaires revenait à admettre une chose qu'ils n'étaient pas prêts à accepter. Les semaines devinrent des mois. La poussière se déposa. La chambre resta la même. Le père de Lucas choisit une autre voie. Il ne supportait pas l'immobilité. Il avait besoin de structure, de quelque chose de quantifiable. Il demanda des copies des cartes de recherche. Il apprit à lire les courbes de niveau, les dénivelés, les lignes de partage des eaux. Ses soirées se passaient à la table de la cuisine, traçant des itinéraires du doigt, réexaminant les décisions prises par les coordinateurs des recherches des années plus tôt. Il entourait les zones marquées comme improbables. Il soulignait les expressions comme terrain inaccessible. Il ne prétendait pas que les professionnels avaient été négligents. Il les croyait limitées, et les limites, dans son esprit, pouvaient être remises en question. La famille de James se retira presque entièrement. Ils refusèrent les interviews. Ils cessèrent de répondre aux spéculations en ligne. Ils vécurent leur deuil en privé, loin des forums et des caméras. Pour eux, l'absence de bruit semblait plus sûre que la réouverture constante des blessures. Leurs amis virent leur monde se rétrécir. Moins de nouvelles, moins d'apparitions, une acceptation silencieuse que quelque chose avait été perdu, même si cela n'avait pas été officiellement nommé. Alors que les mois devenaient des années, l'affaire entra dans une nouvelle phase. Elle cessa d'appartenir uniquement aux enquêteurs et aux familles pour commencer à circuler en ligne. Des forums dédiés aux personnes disparues s'en emparèrent. Des enquêteurs amateurs téléchargèrent les archives publiques. Les cartes des recherches furent postées et repostées, annotées par des inconnus qui n'avaient jamais mis les pieds dans les Blue Ridge, mais qui croyaient que la vérité était cachée à la vue de tous. Certains détails attiraient constamment l'attention. La voiture non verrouillée, l'absence de campement, la fin abrupte des empreintes de pas. Et encore, le même élément négligé était discuté. Un ravin étroit près du point où les chiens avaient perdu leurs traces. Les premières notes de recherche le mentionnaient brièvement. Trop escarpé, trop dangereux, faible probabilité. En ligne, la probabilité ne signifiait rien.
Des utilisateurs partageaient des images satellites, les comparant au fil des saisons. Ils soulignaient comment le couvert végétal pouvait masquer des dénivelés, comment l'érosion après les tempêtes pouvait altérer la forme du terrain. Certains suggéraient que le ravin pouvait canaliser le son, étouffant les appels à l'aide. D'autres soutenaient que même les chercheurs entraînés évitent les endroits qui semblent faussement petits vus d'en haut, mais qui sont redoutables à pied. Des experts intervinrent à distance. D'anciens gardes forestiers expliquèrent comment le terrain montagneux peut tromper même les randonneurs expérimentés, comment des corps peuvent être dissimulés par des processus naturels sans malveillance ni mystère. L'accumulation de feuilles, le glissement de terrain, le ruissellement saisonnier. Une personne pouvait tomber dans un chenal étroit et disparaître sous les débris en quelques semaines. En quelques mois, il pouvait ne plus rien y avoir de visible du tout. Pourtant, sans preuve, ces explications restaient théoriques, réconfortantes pour certains, frustrantes pour d'autres. Chaque anniversaire ramenait l'attention sur l'affaire. Des articles étaient republiés. Les nouvelles locales revisitaient l'histoire. On posait aux familles les mêmes questions. Que pensez-vous qu'il soit arrivé? Gardez-vous encore espoir? Avez-vous tourné la page? Aucune des réponses ne convenait jamais vraiment. Les parents de Linda commencèrent à mesurer le temps différemment, non pas en années, mais en et si. Et s'ils avaient choisi un autre sentier? Et si elle avait insisté pour avoir un guide? Et s'ils étaient partis plus tôt dans la journée? La culpabilité n'a pas besoin de logique, juste d'espace pour exister. Le père de Lucas poursuivait son étude des cartes. Il envoyait des lettres aux agences. Il demandait des réévaluations. Certaines réponses étaient sympathiques, d'autres procédurales. La zone avait été fouillée minutieusement. Les ressources étaient limitées. Aucune nouvelle preuve n'avait émergé. L'affaire restait ouverte, mais inactive. La famille de James marquait les étapes discrètement. Les anniversaires passaient sans célébration. Les fêtes semblaient incomplètes. Leur chagrin n'était pas bruyant, mais il était constant, un poids en arrière-plan qui ne s'allégeait jamais. Les montagnes Blue Ridge ne changeaient pas pour eux. Les sentiers étaient entretenus. Les visiteurs allaient et venaient. De nouveaux randonneurs se garaient là où la voiture de Lucas s'était autrefois trouvée. La plupart n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé là des années plus tôt. Ils parcouraient les mêmes chemins, prenaient des photos, rentraient chez eux. Et pourtant, les experts insistaient sur le fait que les montagnes se souvenaient de tout, même si les gens oubliaient. La Terre n'effaçait pas, elle enfouissait, elle se déplaçait, elle attendait. Des géologues expliquaient comment les cycles de gel-dégel fracturent la roche et déplacent le sol, comment les orages creusent de nouveaux chenaux, comment un corps peut se déplacer vers le bas de manière progressive, centimètre par centimètre, guidé par la gravité et l'eau plutôt que par une intention. Un lieu fouillé une fois pouvait ne plus être le même 2 saisons plus tard. Ces explications circulaient parmi les familles comme de fragiles bouées de sauvetage. Si la Terre pouvait cacher quelque chose si complètement, alors peut-être que les recherches n'avaient pas échoué. Peut-être que la vérité avait simplement été inaccessible à l'époque. 6 ans passèrent. Le dossier de l'affaire prenait la poussière. De nouveaux enquêteurs le passaient en revue de temps en temps, toujours avec un œil neuf, toujours avec le même résultat. Aucune nouvelle piste,
Aucune découverte, aucune conclusion. L'intérêt en ligne s'estompait, puis refaisait surface, puis s'estompait à nouveau. Seul un petit groupe restait constamment engagé, convaincu que la réponse se trouvait dans le terrain plutôt que dans la théorie. La chambre de Linda restait intacte. Les cartes de Luca s'usaient sur les bords. La famille de James continuait de vivre tranquillement, portant sa perte sans spectacle. La montagne se dressait, inchangée, indifférente à la mémoire et au chagrin, gardant ses secrets sans intention. Et quelque part dans ses replis, dans un lieu jugé trop improbable, trop étroit, trop dangereux pour avoir de l'importance, la vérité restait cachée. Jusqu'au jour où, bien après que la plupart des gens aient cessé de chercher, quelqu'un d'autre quitta le sentier. 6 ans après la disparition de Linda Robert, Lucas Miller et James Walker, la montagne avait presque entièrement effacé la question de leur existence. Les sentiers avaient changé. Des tempêtes avaient balayé la région plus d'une fois, abattant des arbres, emportant des sections de chemins balisés et redessinant silencieusement le paysage. Ce qui avait été des itinéraires familiers était maintenant dévié, fermé ou remplacé par des sentiers informels tracés par des randonneurs en quête de tranquillité. Pour la plupart des gens traversant les Blue Ridge désormais, la disparition n'était guère plus qu'un titre de journal d'une autre époque, si tant est qu'on s'en souvienne. L'homme qui les a trouvés ne connaissait pas leur nom. Il randonnait seul à la fin de l'automne, suivant un itinéraire qu'il avait déjà parcouru, mais qu'il avait dû ajuster après que de récents dégâts causés par une tempête aient bloqué un sentier balisé. Il n'était pas imprudent. Il restait en vue de la crête, prudent dans ses pas, balayant le sol du regard comme le font les randonneurs expérimentés sans y penser. Son but n'était pas l'exploration, c'était la distance, quelques heures loin du bruit, puis un retour à la maison avant la nuit. Le sentier non officiel de la crête se rétrécissait en longeant un talus abrupt. Les arbres y poussaient très près les uns des autres, leurs racines exposées là où la terre avait été lentement emportée par des années de pluie. Alors qu'il contournait prudemment une branche tombée, quelque chose en contrebas de la crête attira son attention. Pas un mouvement, pas un son, juste une couleur. Du tissu. Il était emmêlé dans les racines à plusieurs mètres en bas de la pente, délavé et déchiré, le genre de matière qui n'appartenait pas à la forêt. D'abord, il supposa que c'était un déchet, une veste que quelqu'un avait jetée des années auparavant. Mais la façon dont elle était prise, tendue et partiellement enfouie, le fit s'arrêter. Il s'approcha du bord, faisant attention à ne pas glisser. À mesure que ses yeux s'habituaient, il vit davantage, pas seulement du tissu, mais une forme, quelque chose de pâle sous des couches de feuilles et de terre, quelque chose qui n'était pas à sa place. Il ne descendit pas. Il recula, le cœur battant la chamade, le silence de la forêt soudain oppressant. Il prit des photos de là où il se tenait, marqua sa position et quitta les lieux par le même chemin, résistant à l'envie de se retourner. Moins d'une heure plus tard, les autorités étaient prévenues. Lorsque les gardes du parc arrivèrent, ils s'approchèrent avec précaution. L'emplacement correspondait à une zone discutée des années plus tôt, mais jamais fouillée à pied pour des raisons de sécurité. Un ravin étroit, aux parois abruptes, caché d'en haut par une dense couverture arborée. Sous la plupart des angles, il ne ressemblait à rien de plus qu'une ombre dans le relief. Les équipes de récupération descendirent prudemment, utilisant des cordes et du matériel de stabilisation. Ce qu'ils trouvèrent confirma ce que le randonneur avait craint.
des restes humains. Pas un, mais trois. Ils étaient regroupés dans un espace confiné au fond du ravin, assez proche pour suggérer qu'ils étaient tombés ensemble ou en succession rapide. Des restes squelettiques partiellement enfouis sous des couches de terre, de feuilles et de débris accumulés pendant 6 ans. La nature ne les avait pas détruits, elle les avait recouverts. Des fragments de matériel de camping étaient éparpillés à proximité. Des morceaux de tissu correspondant à des sacs à dos, une lampe de poche cassée et un téléphone. Le téléphone de James Walker. L'appareil était fissuré, l'écran brisé, le boîtier déformé par l'impact. Il n'y avait pas de batterie. Aucune donnée utilisable ne subsistait, mais sa seule présence suffisait à confirmer ce que les familles attendaient d'entendre depuis des années. C'étaient eux. Les équipes de médecine légale travaillèrent méthodiquement, documentant tout avant le retrait. La position des os racontait une partie de l'histoire. L'orientation des restes suggérait une force descendante, et non un placement délibéré. Aucune blessure de défense, aucun signe de violence, aucune preuve de la présence d'une autre personne. Le terrain lui-même complétait le récit. Les enquêteurs conclurent que la chute s'était probablement produite dans des conditions de faible visibilité, peut-être de nuit ou par temps très couvert. Le sentier de crête qu'ils suivaient se rétrécissait de manière inattendue. Un faux pas près du bord aurait suffi. Une fois qu'une personne était tombée, le sol instable et la pente auraient pu entraîner les autres. Une réaction en chaîne qui ne laissa aucune chance de s'arrêter. Le ravin était plus profond qu'il n'y paraissait d'en haut. Des parois abruptes, un sol meuble, des issues de secours limitées. Les blessures subies lors de la chute auraient été catastrophiques. Même si l'un d'eux avait survécu à l'impact initial, la probabilité de remonter, blessé, dans l'obscurité, était quasi nulle. La raison pour laquelle il n'avait jamais été retrouvé devint douloureusement claire. D'en haut, le ravin était presque invisible. D'en bas, le son aurait été absorbé par le terrain. Au fil du temps, l'érosion a transporté la terre et les débris vers le bas, ensevelissant lentement tout ce qui s'y trouvait. Chaque tempête ajoutait une nouvelle couche. Chaque saison effaçait une nouvelle trace. Les équipes de recherche, des années plus tôt, étaient passées à quelques mètres de l'endroit. Ils n'avaient tout simplement jamais regardé en bas. La nouvelle parvint aux familles par étapes. D'abord, un appel, puis la confirmation, puis la longue attente de l'identification officielle. On l'annonça aux parents de Linda doucement, avec précaution, comme si le ton pouvait adoucir la vérité. Le père de Lucas savait déjà avant même que les mots ne soient prononcés. La famille de James ne posa qu'une seule question. Étaient-ils ensemble? Ils l'étaient. La récupération des corps prit plusieurs jours. Les restes furent transportés avec soin, documentés minutieusement, traités avec une dignité qui avait été retardée mais non oubliée. Les autopsies confirmèrent ce que les enquêteurs soupçonnaient. Cause du décès. Traumatisme contondant compatible avec une chute, suivi d'une exposition aux éléments. Pas d'acte criminel. Pas de survie prolongée. Pas de souffrance qui s'éternise. Pour les familles, le soulagement et la dévastation entrèrent en collision. Il y avait le chagrin, vif et frais, comme si la perte venait de se produire. Mais il y avait aussi une libération. L'attente était terminée. Les questions avaient des réponses, même si ces réponses faisaient mal. La chambre de Linda fut enfin ouverte. Ses parents commencèrent à prendre des décisions
qu'ils avaient reporté pendant des années. Le père de Lucas replia ses cartes, non par défaite, mais par achèvement. La famille de James organisa une cérémonie privée, calme et complète d'une manière que les années précédentes n'avaient pas permise. La montagne resta inchangée. Les randonneurs parcouraient toujours les sentiers. Les feuilles tombaient toujours. Les tempêtes venaient toujours. Mais désormais, un lieu autrefois écarté comme improbable était connu pour ce qu'il avait contenu. La découverte ne transforma pas l'histoire en quelque chose de dramatique ou de sinistre. Il n'y avait pas de méchants, pas de conspiration, juste une série de petites décisions, un terrain impitoyable et un moment où tout a mal tourné en même temps. Et pour la première fois en 6 ans, Linda Robert, Lucas Miller et James Walker n'étaient plus portés disparus. Ils avaient été retrouvés. La question qui subsistait maintenant n'était pas de savoir où ils étaient, mais combien d'autres réponses se cachaient encore dans des endroits où les gens avaient appris à ne pas regarder. Les réponses arrivèrent calmement, sans drame, sans le retournement de situation que les gens attendent lorsqu'un mystère prend fin. Après la récupération, les médecins légistes travaillèrent méthodiquement, guidés non par l'urgence, mais par la responsabilité. Les restes de Linda Robert, Lucas Miller et James Walker furent examinés séparément, puis dans le cadre d'un événement unique. Le temps avait effacé les tissus mous, mais les os racontent leur propre histoire. Les types de fractures étaient cohérents pour tous les trois. Traumatisme contondant, soudain, sévère. Le genre qui ne laisse aucune place à une survie prolongée. Il n'y avait aucune blessure de défense, aucune marque suggérant une contrainte, une poursuite ou une lutte. Rien qui n'indiquait la présence d'une autre personne. Les dommages correspondaient à ce que les enquêteurs avaient déjà commencé à comprendre du terrain. Une chute, pas une agression. L'exposition aux éléments fut listée comme un facteur contributif, non pas parce qu'elle avait prolongé la souffrance, mais parce qu'elle expliquait l'absence de secours. Des blessures de cette ampleur les auraient immédiatement neutralisées. Dans l'obscurité, dans un ravin étroit, s'échapper aurait été impossible. Même si la conscience avait persisté quelques minutes, l'issue n'aurait pas changé. Les dommages subis par le téléphone corroboraient cette conclusion. L'appareil de James présentait des fractures d'impact compatibles avec une chute de haute énergie sur la roche. Les composants internes étaient déplacés et non écrasés ou tordus d'une manière qui suggérerait une manipulation ultérieure. Il n'y avait aucun appel sortant, aucun message tenté, aucune preuve que le téléphone ait été utilisé après la chute. Le bref signal des semaines plus tard restait inexpliqué, mais plus assez mystérieux pour remettre en cause la chronologie. Une anomalie technique, une coïncidence amplifiée par l'espoir. Les enquêteurs reconstituèrent les dernières heures avec le peu d'éléments restants. Les relevés météorologiques montraient une couverture nuageuse arrivant ce soir-là, réduisant la visibilité plus tôt que prévu. Le coucher du soleil en montagne arrive plus vite qu'on ne l'anticipe, surtout sous le couvert des arbres. Le sentier de crête qu'ils avaient suivi se rétrécissait brusquement près du ravin, son bord adouci par une litière de feuilles qui masquait le dénivelé. C'est probablement arrivé rapidement. Un faux pas, une perte d'équilibre sur un sol meuble, la gravité faisant ce qu'elle fait toujours. La position des restes suggérait que Lucas était tombé le premier, le plus proche du point d'entrée. Linda et James suivirent presque immédiatement, emportés par l'élan, par l'instinct,
par l'impossibilité de s'arrêter une fois que le sol s'est dérobé. Il n'y eut pas de longue lutte, pas d'histoire de survie prolongée cachée au monde. La vérité, comme souvent, était plus simple et plus cruelle. Lorsque les autorités rencontrèrent les familles, elles vinrent préparer avec des schémas, des rapports et un langage prudent. Elles expliquèrent la modélisation du terrain, les schémas d'érosion, comment 6 années de pluie et de ruissellement saisonnier avaient enseveli ce que les équipes de recherche ne pouvaient pas voir à l'époque. Elles reconnurent les limites des recherches initiales sans porter de blâme. Certaines zones étaient trop dangereuses pour y pénétrer, certaines probabilités trop faibles pour justifier le risque. Les familles écoutèrent. Les parents de Linda se tinrent la main pendant que l'explication se déroulait. Pendant des années, ils avaient imaginé des scénarios bien pires: enlèvement, peur, souffrance prolongée. Savoir que leur fille n'avait pas eu peur longtemps n'effaçait pas la douleur, mais en changeait la forme. Le deuil passa d'agité à lourd, de la recherche au recueillement. Le père de Lucas posa des questions sur la chronologie, sur la position, sur la possibilité que quelque chose aurait pu être fait différemment. Les enquêteurs répondirent honnêtement. Si les chercheurs étaient descendus dans le ravin dans les premiers jours, l'issue aurait été la même, mais la découverte serait venue plus tôt. Les protocoles de sécurité avaient empêché cette descente. Ces protocoles avaient sauvé des vies au fil des ans, même s'ils avaient retardé les réponses ici. La famille de James demanda la confirmation qu'ils n'avaient pas été seuls, qu'ils n'avaient pas souffert séparément. Lorsqu'on leur dit que tous les trois avaient été retrouvés ensemble, un sentiment de paix s'installa enfin en eux. Une perte partagée était différente d'une perte imaginée dans l'isolement. L'affaire fut officiellement classée quelques semaines plus tard. Les documents étaient précis, définitifs et émotionnellement détachés. Cause du décès, nature du décès, lieu, date estimée dans une fourchette étroite. C'était la fin de l'enquête, mais pas la fin de son impact. La réaction du public fut modérée. Il n'y avait pas de scandale à débattre, pas de suspect à analyser, juste un rappel que la nature n'a pas besoin d'intention pour être impitoyable. L'histoire s'estompa rapidement des gros titres, remplacée par de nouvelles tragédies, de nouveaux mystères. Au sein des familles, la vie reprit par étapes prudentes. La chambre de Linda fut nettoyée lentement, objet par objet, souvenir par souvenir. Le père de Lucas rangea les cartes, non par défaite, mais par achèvement. La famille de James organisa une cérémonie du souvenir qui semblait différente de la première, ancrée désormais dans la vérité plutôt que dans l'attente. Plus tard, les enquêteurs réfléchirent à ce que l'affaire avait révélé: l'aveuglement du terrain, comme ils l'appelaient. La tendance à faire confiance à ce qui semble gérable vu d'en haut. La façon dont les ravins étroits, les gouffres et les entailles abruptes sont souvent dépriorisés en raison du danger et de la faible probabilité statistique. La compréhension que des personnes peuvent disparaître à quelques mètres de sentiers connus et rester invisibles pendant des années. Les protocoles de recherche et de sauvetage furent discrètement révisés. Certaines procédures furent ajustées, non pas parce que quelqu'un avait échoué, mais parce que la Terre avait enseigné une autre leçon. Les montagnes Blue Ridge restent ce qu'elles ont toujours été: magnifiques, indifférentes, capables de détenir des réponses sans malice. Les sentiers serpentent toujours à travers les mêmes forêts. Les visiteurs s'écartent toujours des chemins balisés, croyant que la distance équivaut à la sécurité, que la lumière du jour équivaut au contrôle. Linda Robert
Lucas Miller et James Walker ne sont plus un mystère. Ils ne sont plus un titre de journal ou un point d'interrogation sur une carte. Ils étaient trois étudiants qui voulaient un simple week-end d'évasion. Trois amis qui se faisaient confiance. Trois vies perdues, non pas à cause de la violence ou de l'intention, mais à un moment où la géographie et le temps se sont ligués contre eux. Leur histoire ne se termine pas dans la peur. Elle se termine dans la compréhension. Et dans cette compréhension se trouve un rappel silencieux. Parfois, la vérité n'est pas cachée par des secrets ou des ombres. Parfois, elle est simplement enfouie par le temps, attendant dans des lieux où les gens ont appris à ne pas regarder, jusqu'à ce que quelqu'un le fasse.